Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce JDN de ce vendredi 11 janvier 2019. Voici les titres. La Sonacos décline ses ambitions pour la campagne arachidière en cours. 45 000 tonnes seront collectées avant fin mars, déclaration faite par le DG de l'entreprise. Et puis, le Sud-Est Enseignement supérieur et recherche a tenu ce jeudi un point de presse à l'université Assane Seck de Ziguinchor pour énumérer les problèmes dont souffre cette université. Il n'a pas fallu longtemps pour avoir la réaction du recteur Kourfia Diawara. Vous l'entendrez dans cette édition. L'actualité internationale mettra fin à cette édition. Mesdames et messieurs, c'était le sommaire. Le développement, c'est tout de suite. Bienvenue à tous. La Sonacos déroule ses ambitions pour la campagne arachidière 2018-2019 en tentant de dépasser les quantités d'arachides collectées les saisons précédentes. Le directeur général de la Sonacos affirme que cette année, l'usine a reçu plus de graines d'arachides. Pape Dian a rappelé lors de la visite du ministre de l'Agriculture et de l'Équipement rural à Ziguinchor que leur objectif est d'atteindre les 45 000 tonnes avant fin mars. Nous l'écoutons au micro de Rokhaya. Ce que nous constatons, c'est que nous avons une arrivée et une réception de graines à Ziguinchor qui est beaucoup plus importante que l'année dernière. Donc, la qualité également des graines, parce que même le test de densité, on demandait une densité de 295 grammes. Au niveau de Ziguinchor, on a une densité de 330 grammes. Donc les graines sont de bonne qualité, nous recevons les graines et là je pense que nous payons également ce que nous recevons. Donc je pense que les objectifs, on doit collecter ici à Ziguinchor 45 000 tonnes. J'ai interrogé le directeur d'usine, M. Bodjan, qui m'a dit qu'il est optimiste, on va atteindre les 45 000 tonnes. Et la projection qu'on a eu à faire, parce que nous allons monter en cadence pour la réception. Et je crois qu'avant fin mars, on pourra atteindre les 45 000 tonnes. Mais il faut également préciser que, à part les deux dernières années, 2017 et 2018, l'usine tournait à peu près 2 mois. Pour les 5 dernières années, de 2011 à 2016, l'usine tournait à peu près 2 mois. Mais vous voyez que la coïncidence des récoltes records qu'on a obtenues pour l'arachide, on a pu faire travailler même les saisonniers 11 mois sur 12. Avant cela, il y a eu une année où malheureusement l'usine n'a fonctionné que 2 mois. Même les saisonniers, on avait quelques problèmes avec eux. Donc, nous allons accélérer la réception, mais nous voulons donner également l'assurance aux saisonniers que l'usine va tourner au minimum 11 mois. Les jeunes leaders d'Afrique ont organisé ce jeudi une marche autour du thème « S'abstenir n'est pas la solution ». Ton vote peut changer des vies. Voter m'implique dans les décisions de mon pays. Cette marche entre dans le cadre de la clôture de la campagne nationale de la formation et d'information sur femmes, jeunes et élections initiée par une plateforme de mouvement de jeunes. Écoutons Lamine Diao, coordonnateur du mouvement Jeunes Leaders d'Afrique, au micro de Paul Pascal da Silva. Vu l'importance qui est pour les jeunes et les femmes, après ces 3 jours de formation et d'échange, de participer aux élections et de pouvoir recueillir des suffrages. Considérant qu'il est du devoir des jeunes et des femmes de contribuer à la construction d'une citoyenneté durable, sont pris pour engagement de développer une citoyenneté active et responsable, de s'inscrire dans les listes électorales, de travailler pour la sensibilisation des masses, de retirer leurs cartes d'électeurs, de voter, d'informer sur l'utilité de vote comme devoir et droit du citoyen, de participer à l'amélioration de leur cadre de vie, à s'informer et à collaborer avec les autorités compétentes. On termine aujourd'hui avec une marque de sensibilisation pour pouvoir sensibiliser la population générale par rapport à une prise de conscience
surtout à l'implication des femmes et jeunes dans le système électoral au Sénégal. Alors sur ça, on incite toute la population pour pouvoir aller récupérer leurs pièces d'identité au niveau des préfectures, surtout parce qu'actuellement il y a des pièces secrètes. Mais surtout par rapport à cette implication, les femmes ne doivent plus être des marionnettes ou des objets, mais elles doivent être des actrices du développement, des catalyseurs du développement. C'est un peu dans ce cadre-là, aujourd'hui, nous sommes là par rapport à la marche pour pouvoir déposer un mémorandum au niveau de la préfecture de Ziguinchor. L'importance du vote, elles ne le connaissent pas. Et les jeunes, ils parlent beaucoup, mais ils ne votent pas. Mais si tu ne votes pas, un autre va décider à ta place. Parce que chaque citoyen doit voter. Les jeunes ont dit ma carte, ma voix. Et je ne vends pas ma carte parce qu'il faut avoir ta dignité. Quand on lance un appel aux jeunes de Ziguinchor et aux femmes d'aller retirer leur carte pour le jour J et d'aller voter dans le plus grande discipline. La jeunesse du Naran Ouest dans la commune de Kataba 1 se mobilise pour la pacification et le développement de sa localité. Cette zone durement touchée par le conflit en Casamance manque presque de tout. Ces villages qui se relèvent petit à petit de cette crise ont invité le groupe de réflexion pour la paix en Casamance à les accompagner dans cette reconstruction. Mamadou Lamine Sambou, président des ressortissants du Naran Ouest, invite les autorités étatiques à investir davantage dans cette zone aux énormes potentialités. Nous l'écoutons au micro de Famara Niassi. Le GRPC nous a beaucoup soutenus et nous avons eu à organiser un forum dont les objectifs sont créer une unité entre les différents villages qui la composent en vue d'unir toutes les synergies pour un développement durable dans notre localité. Faire appel à l'État sénégalais et à d'autres structures, d'autres partenaires qui peuvent nous accompagner pour la réalisation de doléances que sont l'eau potable, l'extension du courant, les infrastructures routières, du matériel agricole et aussi sur le plan de l'éducation, la zone avait vraiment besoin d'un lycée. Mais sans oublier aussi les infrastructures sanitaires. La zone souffre vraiment sur le côté de la santé. La zone a vraiment besoin d'hôpitaux, a vraiment besoin de maternité. Donc ce sont les difficultés majeures que la zone a, surtout même sur le plan des infrastructures routières. Aujourd'hui, dans la zone, nous avons un problème de pistes de production. Donc voilà les quelques problèmes que je peux énumérer aujourd'hui. Le syndicat unitaire et démocratique des enseignants du Sénégal Sud-Est Enseignement supérieur et recherche a tenu ce jeudi un point de presse à l'université Assane Seck de Ziguinchor pour énumérer les problèmes dont souffre cette université. Le secrétaire général national du Sud-Est est revenu sur la gestion partisane de Kourfia Keba Diawara, recteur de ce temple du savoir, et la confusion autour du vote du vice-recteur Omar Dia, que nous écoutons au micro de Boubacar Sambou. La gestion du recteur de l'université Assane Seck de Ziguinchor est une gestion partisane et c'est une gestion partisane. Une gestion partisane qui crée des difficultés énormes à l'université Assane Seck de Ziguinchor. Le recteur n'est pas au-dessus de la mêlée et le recteur n'a pas comme objectif le développement de son université. Le recteur est dans des luttes claniques pour éliminer tel collègue ou tel autre collègue. Il l'a fait pour ce qui est du poste de vice-recteur il y a 2 ans, suite à une procédure totalement irrégulière. Le recteur a réussi à modifier la composition du conseil d'administration de l'université Assane Seck de Ziguinchor. Et après avoir réussi à modifier la composition du conseil d'administration de l'université Assane Seck de Ziguinchor, le recteur s'est débarrassé du vice-recteur dont il ne voulait plus, ce qui était une violation de la loi cadre sur les universités. Parce que la loi cadre sur les universités était entrée en vigueur, elle avait été votée par l'Assemblée nationale et promulguée par le président de la République. Elle s'imposait donc à tous.
Et c'est sur cette base-là que le Sud-Est a introduit un recours à la Cour suprême. Et la Cour suprême a annulé, a pris un arrêté, une décision annulant cette décision du recteur. Et depuis 1 an, le recteur refuse de se conformer à cette décision de la Cour suprême. Évidemment, cela crée des difficultés. Il y a également d'autres attitudes discriminatoires du recteur de l'université Assane Seck de Ziguinchor contre des collègues dont il ne veut plus, parce que lui, son objectif, ce n'est pas de développer l'université Assane Seck de Ziguinchor, mais de régler des comptes. Toujours sur le même registre, rebondissement du côté de Kourfia Diawara qui n'a pas tardé à apporter des éclairages par rapport à ces allégations pour le recteur de l'université Assane Seck de Ziguinchor qui nie en bloc ces accusations, regrette également la démarche adoptée par le Sud-Est. Écoutons ses explications au micro de Boubacar Sambo. C'est dommage que le Sud-Est national fasse le déplacement de Dakar jusqu'à Ziguinchor pour dire à la place de ceux qui sont là localement, malheureusement, des choses qui ne correspondent pas à la réalité. Le décret 2008-537 de l'université Assane Seck de Ziguinchor dit clairement que le vice-recteur doit être choisi parmi les professeurs donc de rang magistral et il doit être élu par le conseil d'administration. C'est ce qui est fait. Les vice-recteurs de l'université Assane Seck sont élus par les membres du conseil d'administration et ils sont tous des professeurs de rang magistral. Maintenant, il y a un changement qui est dans la nouvelle loi de 2015. Mais cette loi n'a pas encore de décret d'application et ils veulent qu'on applique ce qui est dans la loi de 2015. Donc c'est eux qui veulent plutôt amener l'université à changer les règles de fonctionnement. Le jour où le décret d'application de la loi 2015 sera d'actualité, l'université s'alignera tout de suite. Mais en attendant le décret d'application, l'université est avec son décret 2008-537. Et donc je vous invite tous à regarder si ce qui s'est fait à l'université Assane Seck de Ziguinchor n'est pas conforme avec le décret de l'université qui est le décret 2008-537. À présent, nous passons à l'actualité internationale. En Birmanie, les 2 journalistes de Reuters restent en prison. Et puis, le procès Barbarin, les audiences sont terminées. Pas de condamnation requise. Et puis enfin, Donald Trump, rien de tel qu'un mur, mais pas de paix pour les employés fédéraux. On les voit sur ces images menotées et encadrées par la police. Wallon, 32 ans, et Kiasowo, 28 ans, de reporters birmans de Reuters, ont été de nouveau condamnés à 7 ans de prison. Les 2 hommes enquêtaient sur un massacre de musulmans Rohingyas par l'armée. Ils ont été reconnus coupables d'avoir enfreint la loi sur les secrets d'État, alors qu'on leur avait remis des documents classifiés relatifs aux opérations des forces de sécurité birmanes dans l'État Rakhine. Les 2 journalistes ont toujours assuré s'être fait piéger. Un guet-apens destiné à les empêcher de poursuivre leur travail, comme l'a reconnu l'un des policiers qui a témoigné dans ce dossier. Le président de Reuters a très vite réagi suite à l'annonce de leur nouvelle condamnation. Le reportage n'est pas un crime et tant que la Birmanie n'aura pas remédié à cette terrible injustice, la presse ne sera pas libre. Et l'engagement de la Birmanie en faveur de l'état de droit et de la démocratie restera incertain, a déclaré Stéphane Adler, président de Reuters et rédacteur en chef. Ce jugement devrait encore attiser les tensions entre la Birmanie et la communauté internationale. Le gouvernement birman est resté mutique pendant cette affaire, invoquant l'indépendance de la justice. Les organisations de défense de la liberté de la presse des Nations Unies et de nombreux pays occidentaux, au premier rang desquels les États-Unis, la France ou le Royaume-Uni, réclament leur acquittement et leur libération, dénonçant une parodie de justice. Leur défense peut désormais se pourvoir devant la Cour suprême. Fin des audiences dans le procès du cardinal Barbarin. Le verdict sera rendu le 7 mars prochain. Dans son réquisitoire, la procureure n'a pas requis de condamnation, arguant de la prescription des faits et de l'absence d'entrave à la justice. Pendant 4 jours, les débats ont été difficiles et poignants. Et certaines victimes des abus sexuels du père Prénat ressentent aujourd'hui beaucoup d'amertume. C'est le cas de Pierre-Emmanuel Germantil, porte-parole de l'association La Parole Libérée.
Je suis scandalisé depuis le réquisitoire du procureur d'hier, outré des interprétations des avocats de la partie adverse. C'est juste scandaleux, mais on va continuer d'écouter ça. Il n'y a pas le choix. C'est le jeu de la procédure judiciaire. Certaines parties civiles espèrent que ce procès va ouvrir une nouvelle ère et favoriser enfin une prise de conscience. Rien de tel qu'un mur, c'est ce que répète à l'envi le président des États-Unis alors que l'administration fédérale est toujours en partie paralysée. Donald Trump s'est rendu à McAllen, une ville texane frontalière avec le Mexique. Il a rencontré des gardes frontalières américains et a fait cette déclaration à la presse. Ce dont ils ont besoin par-dessus tout, c'est d'un mur frontalier, une barrière, appelez ça comme vous voulez. Qu'il soit en acier ou en béton, peu importe, nous avons besoin d'un mur. Ignorons les manifestations anti-murs. Donald Trump martèle que sans cela, il y aura des morts. Il a promis ce mur pendant sa campagne et n'ayant pu faire contribuer le Mexique, il réclame des milliards aux parlementaires américains pour construire l'ouvrage. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'actualité continue sur GMS FM et sur les www.gms.sn. Bon week-end à tous. Au revoir.